Il était une fois un nom court, simple, facile à prononcer dans n'importe quelle langue, qui a sillonné les rues du Mexique, de la Colombie, du Chili, du Venezuela et de toute l'Amérique centrale, à une époque où la plupart des gens auraient eu du mal à situer le Japon sur une carte. Ce nom, c'était Datsun. Et pendant plus de 20 ans, il a été synonyme de voiture japonaise pour des millions de familles latino-américaines. Puis un jour, il a disparu. Pas parce que les voitures étaient mauvaises, pas parce que l'entreprise avait fait faillite, pas parce que personne n'en voulait plus. Il a disparu parce que quelqu'un, dans une salle de réunion à Tokyo, a pris une décision qui a coûté 500 millions de dollars et qui a effacé en un instant des décennies de loyauté, construites rue par rue, famille par famille, kilomètre après kilomètre. Le dernier modèle à porter fièrement ce nom dans de nombreux pays fut la 120Y. Et voici son histoire. Pour comprendre ce qu'était la 120Y, il faut d'abord comprendre ce que représentait Datsun, parce que la voiture n'a aucun sens sans la marque. Et la marque n'a aucun sens sans ce qu'elle a incarné pendant toute une génération. Datsun n'est pas arrivée en Amérique latine comme une multinationale bardée de budgets publicitaires et de concessions dans chaque capitale. Elle est arrivée comme arrivent les marques qui durent vraiment, discrètement, avec un produit qui fonctionnait bien mieux que ce qu'il coûtait. À la fin des années 50, quand les marchés latino-américains étaient encore dominés par les grands noms américains, Nissan a commencé à distribuer ses véhicules sous le nom Datsun dans plusieurs pays de la région. Au Mexique, le débarquement eut lieu en 1959. En Colombie, la société Nissan lança ses opérations en 1960. Au Venezuela, au Chili et en Amérique centrale, l'histoire se répéta avec des dates légèrement différentes, mais avec le même résultat, une petite voiture japonaise, économique et étonnamment fiable, qui commença à circuler dans des rues où personne ne l'attendait. Le nom Datsun venait de loin. Il était né au Japon dans les années 10 du siècle dernier. Comme évolution du nom Dat, le véhicule d'origine de la Kwaishinsha Motor Car Works. Le petit-fils de Dat s'appela d'abord Datsun, littéralement le fils de Dat, puis Datsun, parce qu'en japonais son signifie perte et la compagnie préféra le mot soleil. Derrière ce nom se cachaient des décennies d'histoire industrielle japonaise, deux guerres et une reconstruction économique qui avaient transformé Nissan en l'un des constructeurs les plus importants du monde. Mais en Amérique latine, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était que la Datsun démarrait, ne consommait pas et tenait la route. Les premiers modèles qui circulèrent dans la région dans les années 60 étaient minuscules comparés aux berlines américaines de l'époque. Carrosseries étroites, moteur de moins d'1 litre de cylindrée, habitacle fonctionnel sans le moindre luxe superflu. Au Mexique, ils étaient fabriqués dans l'usine que Nissan ouvrit à Cuernavaca, dans la zone industrielle de Civac, en 1966, la première usine de fabrication de Nissan hors du Japon. Ce détail est important parce qu'il signifie que les Datsun mexicaines n'étaient pas des voitures importées. Elles étaient fabriquées au Mexique par des mains mexicaines, selon des standards japonais. Depuis Cuernavaca, des unités étaient également exportées vers la Bolivie, l'Équateur et le Chili. La voiture japonaise du voisin avait peut-être été assemblée à 4 heures de route de Mexico. En Colombie, Nissan construisit un réseau de distribution qui devint, au fil des décennies, une référence du marché automobile. Dans les années 70, arrivèrent la 160J et la camionnette Nissan Junior. Mais l'essentiel du commerce restait les berlines et les utilitaires accessibles. La voiture du médecin de quartier, de l'épicier du village, de l'employé de banque, qui pouvait enfin acheter sa première automobile et voulait quelque chose qui dure. Cette réputation de fiabilité n'était pas du marketing, c'était de la mécanique. Les moteurs de la série A de Datsun, ceux qui équipaient la 1200 et les modèles qui lui succédèrent, étaient des moteurs à soupapes en tête, simples, avec peu de pièces susceptibles de tomber en panne, faciles à entretenir par n'importe quel mécanicien disposant d'une clé et d'un après-midi libre. Dans un continent où les pièces détachées des marques américaines ou européennes pouvaient mettre des semaines à arriver et où beaucoup d'ateliers fonctionnaient dans la rue ou sous un toit de tôle ondulé. Cette simplicité était un avantage qui ne figurait dans aucun catalogue, mais que tous les propriétaires connaissaient parfaitement. C'est dans ce contexte qu'arriva la 120Y. Le modèle fit son apparition en 1973 au Japon où il s'appelait simplement Nissan Sunny, 3e génération. Pour les marchés d'exportation, Nissan baptisa cette version 120Y,
un nom qui faisait référence au moteur de 1,2 litres de cylindrée. L'année coïncida avec le premier grand choc pétrolier. L'embargo arabe fit flamber les prix de l'essence dans le monde entier, et soudainement les petites voitures économiques cessèrent d'être l'option des gens sans argent pour devenir le choix intelligent de tout le monde. La 120Y arriva au bon moment. C'était une voiture moderne pour son époque, sans cesser d'être une Datsun dans le sens le plus profond du terme. Moteur à 4 cylindres en ligne, 1,2 litres de cylindrée, 69 chevaux à 6000 tours par minute, boîte manuelle à 4 vitesses, propulsion arrière, ce qui était encore la norme dans ce segment à l'époque. Elle était disponible en berline 4 portes et en coupé hatchback, cette silhouette aux lignes inclinées qui, dans les années 70, incarnait la modernité et la vitesse. Même si le moteur ne dépassait pas 150 km/h sur autoroute. En Colombie, Dinisa la commercialisa entre 1980 et 1981 dans sa version mise à jour comme voiture d'entrée de gamme de la marque. Elle fut vendue dans les 2 carrosseries, la berline 4 portes pour la famille et le coupé hatchback pour celui qui voulait quelque chose. Avec plus de caractère, au Chili, elle circula de façon soutenue et fit l'objet de publicités locales jusqu'au milieu des années 80. En Amérique centrale, l'agence Datsun du Costa Rica la présenta comme une référence de qualité et encore aujourd'hui, quand quelqu'un à San José parle d'une Datsun, il parle souvent d'une 120Y qui roule encore. Au Venezuela, où Nissan était présent depuis le début des années 60 et où les voitures japonaises avaient trouvé un marché fertile grâce à l'économie pétrolière des années 70, la 120Y circula également. Au Mexique, le modèle analogue de cette génération fut connu principalement sous le nom de Datsun 710, surnommé le Bolillo en raison de sa forme caractéristique. Fabriqué à Civac entre 1973 et 1978, 116 107 unités en 5 ans, un chiffre qui parle de lui-même. Ce qui rend la 120Y si particulière, au-delà de ses caractéristiques techniques, c'est ce qu'elle représente dans la mémoire collective latino-américaine. C'était la voiture avec laquelle le fils aîné apprenait à conduire, celle que le père garda pendant 15 ans parce qu'elle ne donnait jamais de problème et parce que la réparer coûtait moins cher que le café du matin. Celle que le mécanicien du coin connaissait par cœur, même sans avoir jamais ouvert un manuel. Ce type de présence ne s'achète pas avec de la publicité. Ça se gagne kilomètre après kilomètre, année après année, démarrage après démarrage. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide vraiment à continuer. Et puis arriva l'automne 1981, et avec cet automne arriva la décision. En septembre de cette année-là, dans les bureaux centraux de Nissan Motor à Tokyo, la direction de la compagnie annonça officiellement la fin de la marque Datsun. Pas la fin des voitures. Les voitures continueraient d'être exactement les mêmes. La même ingénierie, les mêmes moteurs, les mêmes usines, les mêmes ouvriers à Cuernavaca et à Yokosuka. Ce qui allait disparaître, c'était le nom. Les raisons officielles semblaient logiques. Unifier la marque à l'échelle mondiale permettait de mener des campagnes publicitaires fonctionnant dans plusieurs pays simultanément, simplifiait les supports marketing et donnait une cohérence à l'image de l'entreprise, dans un monde où les multinationales commençaient à penser à l'échelle planétaire. Tout cela était vrai, mais il y avait une autre raison, que les analystes de l'industrie identifièrent avec plus de précision. Nissan voulait coter ses actions et ses obligations à la bourse de New York, et pour le faire de manière crédible, il fallait que le nom de l'entreprise et le nom du produit soient identiques. Datsun était trop connu, trop populaire, trop associé à l'économique et au petit. Nissan sonnait comme une corporation, comme de l'ambition, comme de l'envergure. La décision n'avait pas grand-chose à voir avec les voitures. Elle avait tout à voir avec Wall Street. Le processus prit environ 4 ans. Entre 1982 et 1984, la transition fut achevée dans la plupart des marchés. Même si dans certains pays, les véhicules continuèrent à porter les 2 marques jusqu'en 1996. Il y eut des voitures qui sortirent d'usine avec le logo Datsun sur la calandre avant et le logo Nissan sur le coffre arrière. Datsun, par Nissan, disait certains emblèmes, comme si la marque s'excusait de disparaître. Le coût total de l'opération fut de 500 millions de dollars. Rien que pour le changement d'enseigne, la signalisation des concessions, les supports publicitaires et la campagne de repositionnement. 500 millions de dollars pour effacer un nom que les gens aimaient déjà et le remplacer par un nom que personne ne connaissait encore. Aux États-Unis, où la notoriété de la marque Nissan était de 2% contre 85%,
Pour Datsun, le coup se ressentit immédiatement dans les ventes. En Amérique latine, le choc fut différent, plus silencieux, plus progressif, mais tout aussi définitif. Voici le détail qui change tout. La 120Y ne disparut pas parce qu'elle était une voiture inférieure. Le modèle qui lui succéda dans de nombreux marchés, la Nissan Sentra, la Tsuru, la Sony des années 80 et 90, était en grande partie une évolution directe de la même plateforme. La même philosophie d'ingénierie, le même principe de construire une voiture fiable et accessible pour des familles qui avaient besoin de mobilité sans luxe superflu. La continuité mécanique était réelle. Ce qui se brisa, c'était le lien émotionnel. Parce que Datsun n'était pas juste un nom sur une calandre. C'était la preuve qu'une voiture japonaise pouvait surpasser en durabilité les grands noms américains qui avaient dominé le continent pendant des décennies. C'était la première voiture japonaise que de nombreuses familles latino-américaines avaient achetée. Et cette première fois laisse toujours une trace. Quand le nom disparut avec lui cette couche d'histoire personnelle accumulée pendant 20 ans. La Nissan Sentra était une bonne voiture, mais elle n'avait pas cette histoire-là. Pas encore. L'ironie est totale. Datsun avait été si efficace pour construire de la loyauté en Amérique latine que sa propre maison mère décida de sacrifier ce nom pour se projeter sur les marchés financiers mondiaux. La marque mourut de son succès. Ou plus précisément, c'est le succès de Nissan en tant que corporation qui la tua. Une corporation qui n'avait plus besoin de se cacher derrière un surnom d'exportation et qui voulait prendre la place qui lui revenait sur l'échiquier mondial. Des décennies plus tard, en 2012, Nissan tenta de ressusciter la marque Datsun pour des marchés émergents comme l'Inde et l'Indonésie. Les modèles étaient économiques, basiques, pensés pour les acheteurs d'un premier véhicule, exactement comme l'avaient été les Datsun originales. Mais en Amérique latine, personne ne bougea vraiment face à cette nouvelle. Et en 2022, Nissan abandonna la marque pour la deuxième fois. Le nom qui avait parcouru 190 pays, qui avait vendu 20 millions d'unités dans le monde, qui avait été pendant 2 décennies le premier patronyme japonais qu'un latino-américain apprenait à prononcer en parlant de voiture, n'existe plus. Ce qui reste, ce sont les voitures, celles qui ont survécu dans des garages, dans des cours intérieures, dans des ateliers de restauration où quelqu'un a décidé que ça valait la peine de redonner vie à une berline 4 portes avec un moteur d'1,2 litre qui démarre encore du premier coup. La 120Y fut le dernier chapitre d'une histoire qui commença dans les rues de Mexico en 1959 et se termina dans une salle de réunion à Tokyo en 1981. La voiture survécut à la décision. La marque n'eut pas la même chance. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. On en a encore beaucoup d'autres comme celle-ci qui arrivent.